À quand l'Afrique et repères pour l'Afrique. C'est fondamental que c'est fondamental que vous ayez à l'esprit toute cette littérature. Je voudrais aussi vous citer, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de l'avoir, un ouvrage collectif qui a été publié en l'honneur du professeur Joseph Kizerbo, sous la direction des professeurs Père Sonam Fernand Sanou et du professeur Alain-Joseph Sissao. C'est un ouvrage de plus de 1000 pages qui est intitulé « Développement endogène de l'Afrique et mondialisation ». Pour des auteurs occidentaux, je voudrais que vous lisiez en particulier le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, américain, qui a fait un bel ouvrage sur l'échec des modèles de développement occidentaux en Afrique dans un de ses livres qu'on appelle « La grande désillusion ». Je voudrais vous renvoyer à des ouvrages un peu plus récents, notamment un ouvrage de Yuval Noah Hariri intitulé 21 leçons pour le 21e siècle. Il indique déjà là-dedans très clairement que les Chinois, à un moment donné, vous savez très bien que les Chinois ont entamé leur processus de développement. On les a considérés pendant longtemps comme étant un État socialiste, un État communiste. Mais Yuval Hariri explique que les Chinois ont dû se détourner des modèles importés de développement pour se retourner vers leurs ancêtres. Je vous renvoie évidemment vers cet ouvrage qui contient pas mal d'enseignements. Et puis, vous avez un très bel ouvrage d'un des brillants économistes en ce moment de la planète en français, Thomas Piketty, intitulé « Capital et idéologie ». Enfin, je vous inviterai évidemment à lire aussi le bel ouvrage de Damiza Moyo intitulé La dette fatale. Voilà pour les indications bibliographiques. Alors, pour en revenir au développement endogène, il faut savoir d'abord que c'est une doctrine. C'est une doctrine politique qui a des implications économiques, qui a des implications sociales, qui a des implications fortement culturelles. Alors, c'est quoi rapidement une doctrine? Une doctrine, c'est un ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits. On entend orienter ou diriger une action. Quelques termes synonymes à doctrine, c'est le dogme, c'est l'idéologie, c'est même le terme, la théorie, c'est aussi un système de pensée. Donc, une doctrine politique est un ensemble d'idées qu'un groupe d'individus, dans le cadre d'un parti politique principalement, affirme être vraies et entend les utiliser pour expliquer le fonctionnement de leur société et orienter son action politique. Et la doctrine politique ou l'idéologie du parent, on l'appelle le tertiarisme. C'est ça aussi qu'on appelle le développement endogène, on l'appelle le grégarisme africain ou la troisième voie de développement. Il y a des gouvernants africains qui ont essayé de l'expérimenter un peu sans en faire une trop grande théorisation comme le parent l'a fait avec le professeur Laurent Bado. Je pense au Tanzanien Julius Nyerere qui a théorisé, qui a appliqué ce qu'on appelait le socialisme africain. Je pense aussi un peu à des gens comme même Léopold Sédar Senghor. Voilà. Alors, la doctrine du parent consiste à opérer les choix politiques, économiques, sociaux, en se basant simplement sur les valeurs culturelles africaines. Alors, si vous observez très bien la marche du monde entre le 19e et le 20e siècle, les États et les peuples ont été partagés entre deux grandes doctrines. Il y a d'une part le capitalisme, ou si vous voulez appeler ça le libéralisme,
Et d'autre part, il y a ce qu'on a appelé le socialisme ou le communisme. Je ne vais pas beaucoup perdre mon temps sur le communisme et le socialisme, puisque vous pouvez être d'accord avec moi que depuis la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Empire soviétique, que d'ailleurs l'actualité ukrainienne révèle un peu, j'allais dire, les éléments de frustration de quelqu'un comme Poutine. Je crois qu'un de ses grands rêves aujourd'hui, c'est de reconstituer l'empire russe, l'empire soviétique. Depuis donc la dislocation de l'ex-Union soviétique, on parle très peu du communisme, y compris du socialisme. On a certainement des variantes du socialisme à la sauce libérale. C'est pour ça que vous allez entendre parler de sociodémocrate ou de socialisme libéral. Alors, pour ce qui concerne, vous aurez compris que toutes ces idéologies, toutes ces doctrines sont nées en Occident, se sont construites sur une histoire, sur des fonds. Désolé, il y a un problème? Monsieur le modérateur? Non, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Donc, nous profitons de l'occasion à dire à tout le monde que, effectivement, voilà. Ok. D'accord. Donc, vous aurez compris que ces deux doctrines ont des fondements purement exogènes. Karl Marx a observé la société occidentale dans laquelle il est né et il a développé sa théorie politique qui a eu des déclinaisons au plan économique. Tout comme le libéralisme aussi est parti, j'allais dire, des réflexions d'auteurs comme Jean-Jacques Rousseau à travers le contrat social. Alors, le parent fait le constat que après la colonisation, c'est-à-dire lorsque nos États ont accédé à l'indépendance, il y a eu un legs doctrinal. Les États africains qui, pour certains, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Empire français, jusqu'à 1960, s'étendait dans les différents États que nous avions. Donc, naturellement, la doctrine ou les idéologies en vogue en France, ce sont telles que les Français ont tenté d'imposer dans nos États. Évidemment, nos États ont hérité soit du capitalisme ou du libéralisme, soit du communisme ou du socialisme. Même si beaucoup d'États semblaient se reconnaître dans l'idéologie socialiste. Alors, sauf que un problème avec le colonialisme, c'est que le colonialisme est un rapport dans lequel une société tout entière est dépossédée de son développement historique propre pour être dirigée par des étrangers, et ce, en fonction des intérêts essentiellement économiques des maîtres coloniaux. Ça, c'est Aimé Césaire qui rappelle cet aspect des choses. C'est-à-dire que le colonisateur a amputé les Africains de leur manière authentique d'aspirer aux problématiques clés du développement. Sur d'ailleurs la colonisation, le président Emmanuel Macron a lui-même reconnu le 21 décembre 2021 à Abidjan que le colonialisme a été en définitive une erreur profonde, une faute de la République. Précédemment à cette déclaration, Macron avait qualifié en février 2017 que le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Alors, en dépit de toutes ces critiques, on fait le constat que
l'indépendance formelle des Africains ne leur a pas permis d'avoir une indépendance intellectuelle au point de se redéfinir et de redéfinir un modèle de développement à partir de leur paradigme. Ça a été le travail pendant de longues années de quelqu'un comme Joseph Kizerbo. Quelqu'un l'a répété ici. Kizerbo a dit que celui qui dort sur la nappe de Twi dort à terre. Ça a été un combat d'un auteur comme Cheikh Anta Diop pour réhabiliter la pensée africaine au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan culturel. Je ne m'attarderai pas sur la présentation des idéologies occidentales, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et vous vivez dans des sociétés où vous êtes très facile vous-même, à travers vos recherches, de mieux les appréhender. Mais je dois dire simplement que pour ce qui concerne le capitalisme, puisque le communisme, lui, il est presque mort, qui est principalement appliqué aux États-Unis et dans les pays d'Europe occidentale, cette doctrine, c'est-à-dire le capitalisme ou le libéralisme, institue la sacralisation du droit de propriété privée. Dans le modèle capitalistique, il y a le primat de l'individu dont les droits sont érigés en normes supraconstitutionnelles. Dans ce modèle, l'on assiste à une privatisation des moyens de production. Il y a le principe d'égalité, même si par endroits c'est formel, il y a une liberté des citoyens. Et en retour, il y a une sorte de marginalisation des droits collectifs. Or, j'allais dire, l'Africain, congénitalement, c'est quelqu'un qui naît, grandit dans une société où il y a une sorte de primat du collectif, du groupe sur l'individu. Mais je reviendrai là-dessus. Mais lorsque vous observez les sociétés capitalistes, elles sont fondamentalement inégalitaires. Il y a une minorité de personnes qui détiennent une grande partie des ressources nationales. Par exemple, aux États-Unis, au moment où je vous parle, l'économiste Jeffrey Sachs affirme que durant les 4 dernières décennies, la vie politique aux États-Unis est devenue un jeu fermé qui favorise les super riches et les groupes d'influence des grandes entreprises. Jeffrey Sachs estime que 1% d'Américains, les 1% d'Américains les plus riches détiennent 40% du patrimoine total du pays. Le Para estime que ni le communisme, ni le capitalisme ne correspond à l'âme des Africains. Ces deux doctrines, le Para les considère comme ayant un visage inhumain qui génère le conflit permanent et structurel au sein de la société. De nombreuses voix s'élèvent dans le monde aujourd'hui pour réclamer une troisième voie de développement dont parle le Para. Après le Premier ministre Tony Blair, aujourd'hui, de plus en plus, c'est le président Macron lui-même qui estime qu'il y a un essoufflement du modèle capitalistique ou du modèle libéral. Évidemment, il est à la recherche d'une troisième voie que le Para a déjà trouvée. Alors, le Para propose donc aux Africains au Burkinabé que nous devions travailler à concilier les principes de liberté et de solidarité. Le Para estime qu'il n'y a pas l'individu à part et le groupe à part. Cela correspond au modèle de société traditionnel des Africains. Et c'est sur ce modèle, c'est sur ces deux principes de conciliation, d'une part, et de la liberté et de la solidarité, que nous devrions redéfinir les modèles d'organisation sociale, économique, politique et culturelle de nos sociétés. Il s'agit simplement d'articuler l'État moderne autour de ces deux principes. Sur la base, évidemment, de la question du développement endogène, qui signifie, j'insiste encore, partir de nous-mêmes.
partir de nos valeurs culturelles pour définir nos politiques publiques, pour définir notre économie, pour définir notre désir de vivre ensemble. En fait, ce que le parent exige, c'est ce que certaines grandes nations d'ailleurs ont exigé d'autres superpuissances. Je dois rappeler que le président de Gaulle aimait rappeler aux Américains que les Français doivent demeurer des Français et non des sous-américains. C'est ainsi qu'il a développé l'exception culturelle, évidemment, française. Alors, le développement endogène pour le parent se décline de façon programmatique. Si demain le parent avait le pouvoir, au fondement des politiques publiques, nous allions assister à de grandes réformes culturelles. Par exemple, le parent estime que l'institution de la chefferie traditionnelle, qui est une institution qui a traversé des siècles et qui a été une sorte de socle de stabilité de nos sociétés, est une institution qu'il faut replacer dans le cadre de l'État moderne en le déconnectant des politiques politiciennes. Le parent estime, du point de vue des réformes culturelles, que la solidarité tant proclamée en Afrique doit se traduire par des faits, doit se refléter dans le fonctionnement de nos institutions. Ce qui suppose que, en définitive, du point de vue de la solidarité, les plus jeunes doivent prendre soin des plus anciens. Et en retour, les plus anciens doivent pouvoir, de façon formelle ou informelle, transmettre leur savoir aux plus jeunes, afin que la culture, notre civilisation, puisse se perpétuer de génération en génération. Il faut sortir de cette conflictualité malsaine qui consiste à opposer les aînés aux plus jeunes. Parce que dans la société traditionnelle africaine, les plus jeunes apprennent auprès des plus anciens. Évidemment, vous imaginez bien que si le parent est au pouvoir, il n'aura pas d'asile pour vieilles personnes. Comme le dit le proverbe africain, les anciens nous ayant aidés quand on était enfant à avoir nos dents, il nous appartient effectivement de les entretenir jusqu'à ce qu'ils perdent leurs dents. Évidemment, dans les réformes culturelles que le parent envisage, nous allons avoir des lois très sévères sur les droits des femmes. La pression sociale liée à la recherche, j'allais dire, du travail, le stress de la vie sociale, tout cela fait qu'il y a une sorte de violence exercée sur les femmes dans nos sociétés qui n'était pas autorisée dans les sociétés traditionnelles. Le parent entend légiférer très sévèrement là-dessus. Sur les questions de divorce, le parent fera tout pour sauvegarder les mariages. Parce que dans la société traditionnelle africaine, d'ailleurs, lorsque vous partez demander la main de votre fille, de votre fiancé au village, on vous dit que dès que le Pouksum est célébré, il n'est plus question de divorce. Parce que en copiant le code des personnes de la famille de type libéral occidental, nous sommes progressivement en train de disloquer une jeune société. Ça, c'était au monde. Ensuite, le parent entend, sur la base du développement endogène, opérer des réformes politiques. Montesquieu disait que les institutions sont le produit de l'histoire des peuples. En tant que je suis malheureux de voir que nos constitutions ne sont plus pâles
la Constitution française de la Ve République, qui est elle-même le produit d'une longue histoire, le produit de l'intelligence, de l'ingénierie constitutionnelle française pour résoudre les contradictions de leur société, contradictions que nous n'avions pas dans nos sociétés. Par exemple, le parent, au lieu de la constitution de l'État-nation de type français, le parent suggère la constitution de l'État multinational. Vous voyez très bien, au Burkina, nous sommes 60 nationalités. Il s'agit de tirer tout ce qu'il y a de bien dans cette diversité culturelle. Il s'agit de donner une plus grande autonomie aux provinces afin que les provinces puissent se prendre en charge. Le parent est pour des gouvernements à caractère provincial. Si vous prenez des États comme l'Afrique du Sud, ils sont à peu près sous ce modèle. Le parent est favorable à l'institution, évidemment, d'un État multinational africain, ce qui nous aurait mis pratiquement à l'abri de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le terrorisme. Parce que, évidemment, le développement à partir du centre de Ouagadougou a fait que les zones éloignées ont été progressivement délaissées. Le développement conçu, pensé à partir de Ouagadougou n'a pas permis de créer les conditions du réel développement, les conditions du bien-être dans pas mal de localités reculées de notre pays, simplement parce qu'il est difficile à partir du centre de s'assurer que les décisions que l'on prend sont des décisions qui sont bien exécutées. Donc, nous allons repenser le modèle étatique. Le modèle démocratique est repensé par le parent. Il s'agit pour nous d'instituer non pas le suffrage universel, comme on va dire, direct, comme on le voit là, mais d'instituer le suffrage universel indirect. L'idée étant que, par exemple, pour vous donner un exemple pour comprendre, le parent, un peu ça en s'inspirant aussi du modèle américain, cela traduit aussi déjà que le parent n'est pas complètement opposé aux autres modèles, mais il s'agit de les adapter. Pour le parent, il est complètement ridicule de dire que le président du Faso peut être élu au suffrage universel direct. Ça nous conduit à des paradoxes. Rien que les dernières élections de 2020, ça a coûté à l'État burkinabé 56 milliards. Nous nous retrouvons moins d'une année plus tard avec un coup d'État. Parce que la légitimité des dirigeants est contestée. Non, le parent estime que le président du Faso, au regard du niveau de nos populations, pour donner du sens au vote, le président du Faso doit être élu au suffrage universel indirect par un collège d'électeurs choisis progressivement du village vers la commune, de la commune vers la province. Voilà. Et en gros, nous envisageons autour de 500 grands électeurs que nous allons regrouper au Palais des Sports peut-être de Ouagadougou ici pour désigner le président du Faso. Évidemment, le parent des propositions pour le choix des députés, des conseillers municipaux, il s'agit de prévoir des critères de capacitation. On ne peut pas, avec tout le respect que nous avons pour nos frères qui n'ont pas pu aller à l'école, les enjeux de développement, les enjeux de ce monde sont assez complexes pour penser que tout le monde peut comme ça être député. Conséquence, on a des institutions superficielles, artificielles, qui n'ont aucune emprise sur la réalité. On a tout ce qu'il y a chez les autres, mais ça n'arrive pas à marcher parce que le paradigme culturel, la réalité culturelle a été occultée. Une des grandes réformes du parent, c'est le développement industriel, dont le modèle de financement est bâti sur ce que le parent a appelé l'actionnariat populaire. Alors, c'est pour ça que je vous ai cité
l'ouvrage de Damisa Moyo, qui explique qu'elle a travaillé à la Banque mondiale, cette dame. Elle est très brillante, qui explique qu'en définitive, c'est un trou sans fond dans lequel les États africains sont embarqués. C'est un piège, le cycle de l'endettement qui ne prend pas fin. Vous voyez, un pays comme la Côte d'Ivoire, je disais l'autre jour, ils sont à près de 20 000 milliards de francs CFA de dette. Nous sommes autour de 6 000 milliards. Sans oublier que l'endettement, à partir du moment où c'est l'autre qui donne, il vous tient avec des conditionnalités qui peuvent ne pas être adaptées à votre situation. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, le parent est un parti qui, sans être homophobe, n'entend pas accepter l'homosexualité dans notre société. En cela, d'ailleurs, je salue le geste ottoman africain de notre frère Gana Gueye. Ne pas accepter de porter le maillot, ne pas s'associer à une manifestation pour soutenir les homosexuels, ça ne veut pas dire qu'on est contre les homosexuels. Mais il y a de plus en plus des clauses qui tendent à tuer notre culture. Aujourd'hui, nous n'avons pas le contrôle de l'information, de l'image sur nos médias. Conséquence, on est en train progressivement de diffuser des contre-valeurs du point de vue des Africains dans nos sociétés. Tout cela parce que c'est les autres qui nous donnent. Et le fait que nous empruntons nous rend irresponsables. Donc, le parent estime qu'il y a une possibilité de mobiliser l'épargne des Burkinabés. Nous sommes, par exemple, pour vous donner ne serait-ce qu'un exemple, nous sommes 23 millions de Burkinabés au plan national. Nous sommes entre 15 et 20 millions à l'étranger, répartis dans divers pays. Donc, les Burkinabés, dans le monde, vous en avez à peu près pour au moins 40 millions de personnes. Alors, le parent estime que pour les grands projets de développement, nous devons faire appel à la contribution populaire. Ce qui fait que les industries, les grands projets de développement, au lieu d'appartenir à quelques individus, vont appartenir à l'ensemble de la collectivité. Regardez Air Burkina qui bat de l'aile et que nous avons malheureusement tenté de privatiser. Alors, on imagine que si on demandait aux 23 millions, disons aux 25 millions de Burkinabés, on demandait à chacun d'apporter une contribution de, même si c'est 1000 francs, on est à 23 milliards. Je simplifie. Alors qu'on peut, dans l'idée du parent, l'action doit coûter 5 000 francs. Chaque citoyen doit être actionnaire des grandes sociétés, des grandes entreprises, de sorte que le capital appartienne à tout le monde et que tout le monde se sente concerné par ce qui est produit. D'ailleurs, ça aura l'avantage de traduire au plan idéologique, de façon matérielle, l'idée du consommant national. À partir du moment où je suis actionnaire, par exemple, de Air Burkina, si je veux voyager, je vais être obligé de voyager par les compagnies étrangères. Ce qui va nous permettre de mobiliser des ressources publiques, l'épargne nationale pour financer le développement. Alors, vous me direz, mais alors si vous dites que chaque citoyen doit prendre une part d'action à 5 000, les paysans, comment ils feront? Ça, c'est une question que les gens nous posent. Mais les paysans ont des niveaux de ressources. Le parent estime qu'un paysan qui ne peut pas donner 5 000 francs, il peut donner 2 coqs. Vous savez, aujourd'hui, à Ouagadougou, pour manger un coq, il faut débourser au moins 5 000 francs CFA. Voilà. C'est un moyen d'acheter sa part d'action. Mais tout ça, nous attendons que nos experts économistes et tout ça nous aident, évidemment,
dans la mise en œuvre concrète. Mais même si c'est 10 millions de gens qui ont des revenus fixes, qui vous donnent 5 000 francs par action, vous êtes déjà à près de 50 milliards. Voilà des éléments. L'autre aspect, c'est que le parent estime qu'il faut résoudre radicalement la question de l'autosuffisance alimentaire. Le Burkina est un pays béni de Dieu où tout pousse. Et vous savez très bien que la vraie problématique au Burkina, ce n'est pas la problématique des ressources en eau, mais c'est la problématique de la maîtrisabilité des ressources en eau. C'est pour ça que le professeur Bado a même provoqué le président Blaise Compaoré, qui avait un projet de 8000 villages, 8000 forêts. Le professeur Bado disait que ça manquait d'intelligence et qu'il fallait plutôt, au lieu de 8000 villages, 8000 forêts, avoir 8000 villages, 8000 barrages. Parce que pour constituer votre forêt, il vous faut de l'eau. Si vous faites une forêt où il n'y a pas d'eau, c'est difficile de, voilà, que la forêt plus, voilà. Donc, il y a la possibilité de produire suffisamment, consommer au plan local et exporter. L'actualité d'ailleurs ukrainienne vient encore donner raison aux parents sur ce sujet. Une idée fondamentale pour le parent, c'est que les 8000 villages doivent être dotés chacun d'un tracteur géré dans le cadre d'une coopérative. Et chaque paysan qui utilise le tracteur pour ses cultures, à la fin, soit il paye une taxe, soit c'est le produit de ses récoltes qu'il met à la disposition de l'État. Vous savez par exemple que l'État débourse plus d'une dizaine de milliards par an pour les cantines scolaires. On pourrait donc récupérer effectivement ce qui est payé sous forme de taxes pour l'exploitation des tracteurs qui ont été mis à la disposition des paysans, pour évidemment régler toutes ces questions. Au bout du compte, en développant l'industrie, en développant l'agriculture, y compris le levage, nous donnons de l'emploi de façon beaucoup plus facile à nos enfants, avec l'avantage que nous ne dépendons plus des autres. Évidemment, tout cela mérite d'être affiné, raffiné par des gens comme vous avec des... En fait, en gros, pour conclure sur ce sujet, qu'est-ce que le parent demande? Le parent demande ce que les autres demandent. Vous savez très bien, tous les ouvrages sur le développement du continent, depuis l'ouvrage célèbre de René Dumont, L'Afrique noire est mal partie, publié dans les années 70. Si vous reprenez les ouvrages de Axel Kabou, Et si l'Afrique refusait le développement, si vous reprenez l'ouvrage de Georges Balandier, intitulé L'Afrique aspire au développement autocentré, vous avez une série d'ouvrages comme ça qui expliquent que si l'Afrique ne s'est pas développée, c'est parce que l'Afrique n'a pas envisagé aller au développement sur la base de sa culture. Ce que le parent demande dans la troisième voie, c'est qu'il nous faut, dans ce monde d'égoïsme aujourd'hui, il faut que l'Afrique se recentre sur elle-même. C'est la meilleure façon de tirer profit des nombreuses ressources dont le continent regorge. Comme je l'ai dit ce matin, vous le lirez sur le Faso de 7, dans une interview, on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour se poser la question de savoir pourquoi l'Afrique, avec toutes ses ressources, continue d'avoir le plus grand nombre de pauvres dans le monde. Pourquoi le Burkina Faso, qui produit le coton depuis plus de 50 ans, c'est la Turquie qui achète pour les transformer. C'est la Chine qui achète pour les transformer.
Pourquoi nous n'avons pas une industrie de développement textile? Depuis l'école primaire, on nous l'a appris. Pourquoi nous produisons de l'or? Mais ce pays n'a pas une industrie de raffinage. C'est le petit Rwanda qui a créé une industrie de raffinerie. Mais comment être surpris que notre jeunesse soit désorientée, soit en colère, ne veut plus les respecter? Parce que tout ce qu'on offre à notre jeunesse, c'est le désespoir. C'est pour ça que Ismaël Isaac a dit que nos jeunes préfèrent, dans sa musique intitulée, je crois, c'est l'immigration, non? Voilà. Plutôt la mort que la honte devant ma mère. Je vous renvoie à ce titre-là. Voilà, mes chers amis, brièvement, j'estime même que j'ai été très long, ce que je peux vous dire autour de la troisième voie. Je vous enverrai les notes de cet exposé. Je vous remercie pour votre aimable attention et je me rends disponible pour les questions ou vos contributions. D'accord. Monsieur Abdul Karim Sango, merci beaucoup pour cette intervention brillante, informative. Nous avons quand même pris beaucoup de notes. Je pense que ceux qui nous écoutent aussi ont quand même pris des notes que nous serons quand même ravis de les écouter. Comme je l'ai dit, nous avons un contingent de 9 questions, 3-3-3. Donc, c'est parti pour la première phase de questions-réponses. Nous allons prendre les 3 premières questions. Vous laissez la parole de revenir, d'apporter vos éléments de réponse sur ces questions, et ainsi de suite. Je vois M. Abdul Majid qui a levé la main. Donc, la première question, M. Majid, vous avez la parole. Allez-y. Alors, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Abdul Karim Sango. Monsieur Majid, excusez-moi de vous couper la parole. Avant de laisser avant de vous laisser exprimer, il y a quelques quand même notes importantes que nous devons laisser en matière de questions-réponses. Monsieur Abdul Karim Sango est un homme politique. Nous en prions quand même, ceux qui nous écoutent, de quand même rester dans le cadre, bien sûr, de ce thème, pour que, effectivement, bon, voilà pourquoi on ne déborde pas quand même le thème du jour. Donc, et puis, je vous prie effectivement d'être bref, poser directement les questions, parce qu'on n'a pas quand même assez de temps. Voilà, merci beaucoup. Allez-y. Ok, donc je disais que je tiens à remercier d'abord le professeur Abdul Karim Sango pour sa disponibilité. Nous savons pertinemment que effectivement le temps fait défaut. Mais pour aller très vite, très rapidement, moi j'ai 3 questions. 3 questions. Oui, si vous me permettez. Vraiment. Le professeur a dit dans son intervention que en fait, le développement endogène, c'est parti de nous-mêmes. Et en regardant très rapidement une définition sur Google, ça me donne ceci. On me dit que le développement endogène vise à rendre les populations responsables de leur destin commun, de leur insertion dans les ensembles régionaux plus étendus et les opportunités qu'elles offrent localement aux générations futures. Alors, ma question, elle est celle-ci. Si nous devons partir de nous-mêmes, en faisant le constat depuis les années 1994, depuis les années 1991, depuis la 4e République, nous avons vu que les politiques publiques nous parlent de développement endogène chaque jour. Chaque jour, on parle de développement endogène, de développement endogène. Mais force est de constater que ce développement endogène-là a été un échec. Nous n'arrivons pas à percevoir ce développement endogène-là sur le terrain. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui explique ces échecs à répétition? Alors, ma deuxième question, comme on le sait très bien, le parent le répète à chaque fois, l'une des premières réformes qu'ils vont entreprendre, c'est sur le plan culturel. Donc, sur le plan culturel, alors, je me pose cette question. Aujourd'hui,
dans notre société, le Burkina Faso d'aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous parler en fait d'une culture propre même au Burkinabé? Ou bien de façon générale, pouvons-nous même parler même d'une culture propre à l'Africain? Si la base de notre développement, de ce développement endogène dont nous parlons, est la culture. Aujourd'hui, on voit que nous sommes plus dans un mix culturel. Nous n'avons pas une culture même propre à nous. Aujourd'hui, rares sont ces jeunes-là ou sont ces personnes-là à qui vous pouvez causer, vous pouvez échanger. Alors, si vous posez cette question, mais on se retrouve dans un flou. Est-ce que dans ce flou culturel-là, on peut bâtir un modèle endogène propre à nous? Et ma troisième question, c'est est-ce que le terrorisme aujourd'hui, le terrorisme n'est-il pas l'une des conséquences de l'échec de notre développement endogène? Donc, je vous remercie. Voici mes 3 questions. Très bien. Notre monsieur Abdoul Magid Sawadogo, que je rappelle était ancien secrétaire général de notre association. D'accord. Monsieur Sango, je pense bien que vous prenez la note, parce que nous allons aller très rapidement. Votre micro est coupé, nous ne vous recevons pas. Non, je vais répondre rapidement, c'est mieux. Ah, d'accord, allez-y. Alors, bon, le camarade, le frère, là, comment il s'appelle? Abdoul Messid. Alors, sur la dernière, c'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. Non, c'est reparti. C'est bon? OK? C'est bon. Alors, pour la question, est-ce que le terrorisme, ce n'est pas un échec de notre développement endogène? Alors, vraiment, je souhaite que vous allez lire mon intervention sur le FASO 7, là. Je mettrai ça à la disposition d'un d'entre vous, là, dont j'ai le WhatsApp. Je dis ça clairement. Voilà. Vous direz, on pourra rediscuter. Donc, je suis complètement d'accord avec vous que c'est une des explications. C'est parce qu'on n'a pas mis les populations au cœur des politiques de développement. Ça me permet d'ailleurs de répondre. La définition que vous avez empruntée à Google ne contredit pas ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le développement endogène, c'est partir des populations pour concevoir les politiques de développement. Les populations ne sont plus des sujets, mais sont des acteurs de leur développement. C'est de l'auto-prise en charge des populations. Alors, il n'y a pas eu de développement endogène au Burkina jusque-là. Depuis 1991, c'est du bluff. Vous savez, la décentralisation, elle a juste été acceptée par les gouvernants pour capter les fonds des partenaires au développement. Voilà. Puisque la décentralisation s'est faite contre les populations. La décentralisation, telle qu'on l'a appliquée, on a en fait, on a transféré l'État de l'État central à la base. On allait faire de la politique politicienne dans les collectivités territoriales où, en principe, dans la commune, on s'occupe exclusivement que du développement en partant des points. Donc, il n'y a pas eu de développement endogène. Il n'y croit pas un seul mot. Alors, non. C'est-à-dire que la diversité culturelle n'est pas un frein à la mise en place des politiques sur le fondement de la culture. Ce n'est pas parce qu'au Burkina, on a 60 nationalités, disons 60 peuples, on a 60 cultures. Mais vous allez voir que il y a des valeurs qui transcendent toutes les communautés. Que vous soyez Gounouchi, Bissa, Moussi, Peul, etc., il y a des valeurs communes partagées. C'est sur ça qu'il faut construire
le développement national, mais en respectant les spécificités culturelles. Par exemple, on a un grand problème avec les populations du Sud-Ouest dans la détermination du patronyme. Vous savez qu'au Sud-Ouest, l'enfant prend le nom de la maman. Chez nous, l'enfant prend le nom du père. Mais on a imposé le code des personnes de la famille, c'est une violation du droit culturel de ces gens. Si le parent vient au pouvoir, c'est des questions qui sont réglées définitivement. C'est des questions, c'est pour ça que nous parlons d'une autonomisation des provinces. C'est des questions qui doivent être réglées par chaque province, par le gouvernement, par... Voilà. Voilà un peu... Alors, nos enfants... Effectivement, aujourd'hui, Ouagadougou, c'est chez les Moussines, culturel. C'est un métissage culturel qui se met en place. Il s'agit de voir comment vous organisez ça. Ce n'est pas une nouvelle chose. Tout comme je l'ai indiqué dès le départ, nous ne sommes pas opposés à la culture des autres. Nous disons simplement que la culture des autres doit venir s'ajouter, doit venir renforcer notre culture en nous et non détruire notre culture. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. D'accord. Merci beaucoup, M. Sango, pour ces éléments de réponse. J'espère que M. Madida a pu avoir ces réponses. Très rapidement, deuxième question, M. Mohamed Hafiz Zida. Vous avez la parole. Allez-y. OK. Bonsoir et merci beaucoup à tous. Merci beaucoup aux conférenciers pour ces idées. Merci beaucoup. Ma question est très simple et principalement basée sur votre proposition sur le développement industriel basé sur l'actionnariat populaire. Donc, dans votre présentation, vous avez utilisé le terme chaque Burkinabé doit contribuer 5 000 comme un exemple. Donc, dans l'utilisation du mot doit, je veux savoir, est-ce que c'est un actionnariat populaire dans lequel chaque citoyen est obligé de contribuer, ou bien c'est un actionnariat populaire dans lequel chaque citoyen peut contribuer s'il a la volonté de contribuer? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, je voulais savoir de façon pratique et concrète comment la gestion sera gérée. Un tel actionnariat, comment sera-t-il géré? Est-ce que ça sera géré par le gouvernement ou bien ça sera géré comme, disons, des entreprises privées? Voilà, donc, c'était la question que j'avais à vous poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Zida. Allez, merci, ami. Non, il ne s'agit pas de contraindre les gens avec des calaches. Nous partons de l'hypothèse que si le process est bien expliqué aux populations et que les populations identifient leur intérêt là-dedans, par exemple, elles voient que si on construit des industries, leurs enfants vont avoir de l'emploi, il y aura une plus-value dans les productions qu'elles réalisent, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un travail qui doit se faire. Voilà, dans le cadre des associations villageoises, avec l'implication des chaufferies traditionnelles et tout cela. Non, il ne s'agit pas, de contraindre par la force. Non, si vous contraignez par la force, ça va échouer. Voilà. Nous souhaitons une adhésion volontaire. Mais évidemment, vous savez, si on veut réaliser un bien collectif, vous vous en écartez, vous allez être exclu aussi de l'utilisation de ce bien collectif. C'est ça. Si vous dites non, vous n'êtes pas là-dedans, ah ben non, quand les bénéfices vont commencer à se faire, vous n'allez pas
accéder à cela. Hein. Mais ce que je peux vous dire, non, n'est pas sous la contrainte. Évidemment, les fonds mobilisés ne seront pas gérés par une structure étatique. Non. Là, on va être dans le modèle communiste. Non. C'est des sortes de conseils d'administration avec les populations elles-mêmes à travers les organisations, c'est associatif, ça fait les adultes, les éleveurs, jeunes, les femmes. Voilà. Et on va fixer des conditions de compétences techniques et de réalité net, par exemple, désigner le du conseil d'administration. Mais tout ça demande la contribution de tout le monde pour mieux affiner ses idées. Voilà ce que je peux en dire. D'accord, très bien reçu. Merci beaucoup. Je voulais apporter une contribution, pas une question, mais juste une contribution à la réponse qu'il venait de me donner. D'accord, voilà, parce qu'il a répondu à ma question, il a dit que, bon, bien sûr, ce n'est pas basé sur le fait de contraindre les citoyens à contribuer. Bon, les gens peuvent décider librement de participer et je voulais quand même les rappeler ou bien les recommander au fait à essayer de travailler de façon à ce que les intérêts personnels de ces citoyens soient vraiment très bien alignés avec ces actionnariats populaires, parce que le fait que nous vivons dans un monde globalisé où chaque citoyen a l'accès aux marchés financiers internationaux, si j'ai de l'argent, je peux les investir dans les marchés où je peux avoir un rendement vraiment meilleur. Et c'est par exemple au gouvernement burkinabé ou bien à ces différents actionnariats de me proposer au fait quelque chose qui est encore plus meilleur que ce que je vais obtenir ailleurs pour pouvoir encore capter un grand nombre de nos citoyens. Donc, c'est ce que je voulais aussi apporter comme un petit commentaire. Merci. D'accord. Alors, peut-être que je réagis un peu à ça. Il faut comprendre que le modèle n'exclut pas le développement de projets. Par exemple, si vous avez de l'argent, vous voulez développer un projet, le modèle n'exclut pas ça. Mais il y a des projets qu'on va estimer être au-delà de la maîtrise d'un individu. Voilà. En fait, il s'agit des entreprises vraiment à caractère hautement stratégique pour l'État. Nous, on n'entend pas donner ça à des privés. Sinon, après, voilà. Par exemple, vous avez de l'argent, vous voulez créer une banque, vous êtes libre de créer. Voilà. C'est juste un peu la nuance là. Voilà. Ce n'est pas qu'on est contre que des individus. Non, ce n'est pas ça. Merci beaucoup. D'accord. Nous allons prendre la question suivante. Et je rappelle que nous avons quand même des trafics de mains levés. Hein. Les étudiants quand même lèvent leurs mains et nous allons essayer de donner la parole à tout un chacun. Maintenant, Monsieur Cheikh Oumar Fofana, président de l'AEBT, veut poser une question. Après lui, il y a Monsieur Id Moussa. Je pense que c'est Moyenga Moussa. Donc, il est prié de se prêter après la question de Monsieur Fofana. Allez-y. Donc, merci bien, monsieur le conférencier, monsieur Sango. J'ai commencé le propos à travers une citation, bien sûr, de Joseph Kizerbo, qui nous disait que qui dort sur la nappe d'autrui dort toujours à terre. Parce que pour moi, le parrain a des idées, bien sûr, qui sont très proches de celles de Joseph Kizerbo. Donc, nous avons parlé dans l'ensemble du développement endogène, nous avons parlé du droit des femmes, nous avons parlé de la solidarité, de la sauvegarde des mariages et du suffrage. Maintenant, Joseph Kizerbo, il a souligné un aspect très important qui concerne bien sûr l'éducation. Il dit que c'est le logiciel central qui programme l'avenir de nos sociétés. Et le problème qu'il a soulevé sur l'éducation dans son œuvre Éduquer ou périr, en ces termes, donc après ça, bien sûr, je vais adresser la parole, enfin, la question au conférencier. Donc, voici le problème, comment il le traite. Il dit, je cite, qu'est-ce qu'une formation sans travail, sinon une déformation ou même une non-formation?
L'éducation sans production est contre-productive. Si les analphabètes sont sous-productifs parce qu'analphabètes, certains diplômés aussi le sont parce qu'ils sont allés à l'école. D'autant plus que si l'école désapprend à produire, elle surconsomme relativement et apprend à consommer. Consommer encore et malheureusement pas ses propres produits, mais des produits extérieurs. Il n'y a pas plus bonne définition de la dépendance que cette situation. L'école n'apprend pas à produire parce que ces produits sont comme des extraterrestres débarquant sur le marché. On aboutit à l'impératif d'une école africaine, non pas pour un travail, mais pour le travail. Donc, il s'agit de répondre à la question suivante. L'école africaine va-t-elle continuer à créer plus de problèmes qu'elle n'en résout? Fin de citation. Donc, quelle est, dans ce projet de développement endogène, la place que M. Sango réserve bien sûr aux étudiants? Quel modèle, quel type d'éducation vous nous réservez? Est-ce que vous pensez que le contenu du système éducatif burkinabé contribue bien sûr, est dans la même lancée que le développement endogène que vous prenez tant, ou vous avez un autre type de modèle éducatif que vous allez nous proposer? Je vous remercie. Ouais, vous savez, il est difficile dans un exercice comme ça d'aborder tous les sujets, mais il est clair qu'il n'y a pas de développement endogène qui vaille sans une réforme radicale du système de formation. Déjà même, les valeurs dont on parle, il faut commencer par les enseigner. Donc, il avait dit qu'il y a un changement de paradigme. L'école, telle que nous la pratiquons, est une école du colonisateur pour servir ses intérêts. Le parent est pour une école décolonisée pour servir les intérêts des Burkinabés. Ça se traduit par deux systèmes parallèles de formation. Un système général et un système hautement professionnel. Par exemple, dans la réforme du système de formation, lorsque les enfants arrivent au CM2, ce n'est pas l'examen du sixième là qui permet à quelqu'un d'aller dans l'enseignement général ou dans l'enseignement professionnel. Le parent entend capitaliser le parcours de l'enfant du CP1 au CM2, plus la moyenne de l'examen. C'est ça qui permet de prendre ceux qui iront dans le général, ceux qui ne pourront pas aller dans le général pour l'enseignement général, iront dans l'enseignement technique. Donc, à chaque niveau, vous avez deux systèmes. Ça, on poursuit le même principe en troisième, on poursuit le même principe en terminale. Donc, on ne sera plus dans ce déséquilibre qui fait qu'au Burkina, on a un enseignement, une école d'enseignement général pour plus d'une quarantaine d'écoles. Non, on a un établissement d'enseignement professionnel pour plus d'une quarantaine d'écoles d'enseignement général. Non. On décomplexe. Le maçon, ce n'est pas celui qui a échoué. Vous êtes dans des pays développés, vous le voyez. L'électricien, ce n'est pas celui qui a échoué. Non. C'est un métier avec des conventions collectives en bonne et due forme, dont les gens doivent tirer une certaine fierté de les exercer. Voilà. Donc, il y a d'abord les valeurs, la construction de l'identité, de l'être burkinabé, du citoyen burkinabé. Et puis maintenant, il y a les aspects purement techniques. C'est clair que les deux sont inscrits dans le programme de développement du parent. Voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour dire que je suis complètement en phase avec l'observation que vous faites formuler, mais le parent a trouvé la réponse à ça. D'accord. Alors, nous avons déjà fait 3 questions. Monsieur Mouenga, pour la 4e question. Allez-y. Bonsoir. Merci. Ma question est peu abordée en partie parce que ça répond au niveau de la question éducative. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas se développer sans l'éducation. L'éducation met l'humain au centre de tout, comme le parent le propose. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que notre système éducatif est en déphasage avec nos réalités. Nos réalités comment?
Et le système que nous savons aujourd'hui utilise des sciences, des théories d'enseignement qui nous donnent, mais ça ne répond pas aux réalités sur le terrain. Je vais vous donner un exemple dont le professeur Karl Faye a fait un objet d'étude de sa thèse de doctorat sur l'utilisation des propriétés mathématiques chez les peuples siamois. Ces populations connaissent les théories et les théorèmes mathématiques sans avoir à l'école. Et pourtant, nous sommes allés à l'école du Plan, on a appris les théorèmes de Thalès et de Pythagore, mais on ne sait pas l'utiliser. Mais nos parents qui sont au village n'ont pas été à l'école, mais ils connaissent ces théories et ils utilisent très bien, convenablement chaque jour, y compris le maçon, y compris l'ouvrier, partout. Mais ils n'ont pas été à l'école classique. Mais ils ont cette connaissance innée en eux. Aujourd'hui, comment refonder et reformer notre système éducatif en tenant compte de ces valeurs de transmission des savoirs de façon traditionnelle? Est-ce que ces politiques éducatives, aujourd'hui, les différents partis politiques pensent à cela pour le développement de l'Afrique? Quand on voit les plans d'ajustement structurel des années 90 à nos jours, le secteur de l'éducation a été délaissé. Et pire encore, aujourd'hui, le numérique est à la portée de tout le monde. Et cette numérique nous envoie une culture, une nouvelle manière de vivre. Comment concilier cette nouvelle culture du numérique avec nos cultures traditionnelles pour pouvoir enclencher le développement endogène? Parce que si toutefois on se met au numérique, parce qu'aujourd'hui on nous dit le numérique, on ne peut pas s'en passer du numérique pour nos développements. Et si on se met à adopter cette culture numérique, comment concilier cette culture numérique avec notre culture traditionnelle pour pouvoir avancer? Donc, en résumé, ma question, c'est comment retrouver une voie pour transmettre l'enseignement à travers nos valeurs culturelles sans perdre de vue les objectifs de développement à long terme. Merci. Merci beaucoup, M. Menga, pour la question. M. Sango, vous allez aller directement ou bien on revient à la première Non, je vais directement. D'accord, allez-y. Bon, d'abord, il faut dire que maintenant, je veux des questions de femmes, hein, ou bien pas de filles, de femmes. Oui, effectivement, juste après cette question, il y a une dame qui nous est quand même chère, qui va poser la question, Madame Dipama, elle est prête de s'apprêter. Alors, je pense que la question de Maïga répond la question, en fait, rejoint la question à laquelle je viens de répondre. Hein. Les problématiques que vous soulevez sont justes et pertinentes. Mais il faut garder à l'esprit que jusqu'en ce moment où je vous parle, l'école, telle que l'institution école, est un produit de la colonisation. Dans la pédagogie, dans le contenu. Et que le colonisateur n'a pas mis un système de formation qui puisse nous permettre de nous passer de lui. Non, le système de formation a été fait de sorte que nous soyons... Pourquoi il y a beaucoup plus de littéraires? Parce que si nous avons des scientifiques, nous allons développer des industries. Si nous avons des ingénieurs, des techniciens, des ceci, mais nous allons très peu dépendre de l'Occident. Mais si nous avons plein de littéraires, nous allons rester dans la littérature tout le temps. Comment expliquez-vous que le Burkina, qui est un pays composé à 80% d'agriculteurs, après toutes ces années-là, nous n'ayons même pas dans ce pays une usine de montage de tracteurs, de formation de mécaniciens dans le secteur des tracteurs? Ça, c'est le colonisateur. Le projet du parent vise à mettre un terme à tout cela. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Comment nous utilisons les avantages que les technologies de l'information et de la communication nous donnent? Par exemple, ça, c'est un élément positif que nous pouvons prendre dans les sociétés de type occidental. Mais il faut faire attention.
Regardez comment notre jeunesse aujourd'hui est versée sur les Facebook. Ce n'est pas ça le développement. C'est-à-dire qu'on a donné un outil à notre jeunesse sans la former au bon usage. Si ça continue comme ça, on va détruire nos sociétés. Je suis d'accord que, regardez l'enseignement des mathématiques. Le colon, le système de formation de mathématiques qu'il a mis en fait, a fait que finalement nous avons eu un complexe à étudier les mathématiques. Ça fait que les mathématiques, ça paraît comme quelque chose d'extraordinaire, alors que nos parents au village font les mathématiques. Donc, il faut retravailler sur tous ces aspects. Mais mon cher ami, c'est des projets titanesques. En fait, il faut comprendre le raisonnement du parent. Si le parent est au pouvoir, il s'agit de jeter les bases de création d'une nouvelle génération de Burkinabés. C'est-à-dire que le parent va faire une réforme du système éducatif et tous les enfants qui vont partir là, c'est dans 25 ans qu'ils vont épouser exactement tout ce que le parent envisage. Parce que l'existant n'est pas bon. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Mais ce sont des questions très complexes qu'on ne peut pas épuiser dans le cadre d'un débat comme ça. D'accord. Madame Samiratou Dipama, vous avez la parole. OK. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Premièrement, je tenais à remercier le professeur Sango pour ce brillant exposé sur un sujet qui est vraiment très pertinent, surtout lorsqu'on regarde les récents développements. Cette question de développement endogène, elle est vraiment pertinente. Donc, j'aurai 3 questions adressées à au professeur Sango. La première question, c'est lorsqu'on essaie de penser cette question ou cette politique de développement endogène au niveau régional, notamment au niveau africain, de façon pratique, de façon concrète, comment est-ce que cette politique de développement endogène régional pourrait être mise en œuvre? Aussi, quelle serait la place notamment des organisations régionales et sous-régionales africaines dans cette politique de développement endogène? Donc ça, c'était la première question. Pour la deuxième question, le professeur Sango a également évoqué le fait que les femmes subissent beaucoup de pression, notamment dans ce monde capitaliste, lesquelles pressions ont notamment des répercussions sur leur gestion de la vie de famille. Donc, ma question est ceci. Comment est-ce que, notamment dans cette dynamique de développement endogène, comment est-ce que cette politique de développement endogène entend notamment libérer la femme? De quelle manière cette politique de développement endogène entend libérer la femme africaine? Et la troisième question, voilà. La troisième question aussi, la démocratie, la question de la démocratie, notamment cette démocratie occidentale que la plupart des sociétés ou des États africains ont calqué depuis le début des années 90. Voilà. Est-ce que ce modèle de démocratie occidentale, tel que calqué notamment par nos sociétés africaines, est-il compatible ou bien a-t-il joué notamment un rôle notamment négatif dans cette dynamique de développement endogène? Est-ce que cette démocratie telle que calquée par les sociétés africaines a-t-elle notamment été un obstacle dans l'enclenchement notamment de ce développement endogène? J'ai une petite question si vous me permettez. Aussi, je voulais savoir, est-ce que, notamment si on regarde notamment la plupart des États africains actuellement, ils sont surendettés. Et on sait que pour mettre en œuvre cette politique de développement endogène, il faudra forcément des fonds. Donc, est-ce que de façon réalistique, au stade où sont notamment les États africains, est-ce que cette politique de développement endogène, elle est possible? Est-ce qu'elle est pratiquement possible? Est-ce qu'on peut, à ce stade-là, mettre en œuvre cette politique de développement endogène lorsqu'on voit notamment notre dépendance financière excessive vis-à-vis de l'extérieur? Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Madame Dipama. Je rappelle que Samiratou Dipama est ancienne chercheuse à l'université Tokat Osman Gazi, ici en Turquie. Merci pour la question. Monsieur Sango, vous avez la parole.
Merci à madame. Je pense que le développement endogène a pour objectif, entre autres, de nous rendre moins dépendants. Je pense d'ailleurs que c'est une approche beaucoup plus réaliste. Vous savez très bien, la période de Thomas Sankara, on n'en a pas parlé, mais en fait, Thomas Sankara a fait du développement endogène. Il est évident, si vous prenez l'histoire de tous les peuples, c'est pour ça qu'il faut que les populations adhèrent au projet. Sinon, c'est l'échec total. Parce que ça va demander une part de sacrifice au départ. Mais sacrifice que dans toutes les nations on fait pour la prospérité des générations à venir. En fait, c'est parce que l'Occident nous a mis dans une très forte dépendance que nous avons eu l'illusion, nous avons eu l'impression plutôt que c'est le chemin le plus difficile. Mais je dois vous dire que c'est le chemin le plus simple. Je vous prends en matière de médecine. Aujourd'hui, nous sommes empoisonnés par les produits chimiques venant de l'Occident. Mais combien de pathologies sont traitées par la médecine traditionnelle? On l'a vu avec la COVID. Moi-même, à titre personnel, je me suis traité avec des produits traditionnels qui ont donné des résultats. Non, le problème, on nous a complexés. Notre mind nous rend trop dépendants. Et vous voyez des pays comme la Turquie, là, vous le savez mieux que moi, ces pays ont atteint ce stade de développement parce qu'à un moment donné, ils ont compris que dans le modèle occidental, il y avait un grand piège qui allait les rendre éternellement dépendants. C'est le plan, vous savez très bien dans la littérature, de tout ce qu'on appelait les dragons d'Asie du Sud-Est. Vous imaginez que la Chine, dans les années 1980, vous verrez ça dans l'ouvrage de Damisa Moyo dont je parle, le revenu par tête d'habitant des Chinois était inférieur au revenu par tête d'habitant d'un voltaïque. 40 ans plus tard, la Chine est la deuxième puissance économique mondiale, si elle n'est même pas la première. Parce que les Chinois ont fait de l'auto-centrale. Pas en se refermant sur eux, parce que les modèles de ces pays-là, il y a des opportunités importantes qu'il faut savoir saisir aussi. Donc moi, je pense que de ce point de vue, il y a, au contraire, c'est notre chemin qui est un chemin sans issue. Évidemment, le modèle de démocratie, il est complètement mauvais. Parce que la démocratie a un fondement culturel. Je ne vous apprends rien aussi, monsieur le modérateur qui fait Sciences Po. Le modèle de démocratie en Grande-Bretagne, ce n'est pas la même chose qu'en France. En Grande-Bretagne, on a un régime de type parlementaire. On a la reine, on a le premier ministre. En France, on a un régime, on va dire quoi, semi-présidentiel. On appelle ça la démocratie. Le président français est élu au suffrage universel direct. Le président américain est élu au suffrage universel indirect. Le président américain jure sur la Bible. Le président français jure sur la Constitution. On appelle tout ça la démocratie. Aux États-Unis, il y a des États où l'homosexualité est interdite. Vous n'osez même pas en parler. En France, c'est autorisé. Ce que le parent dit, il est temps que les Burkinabés, les Africains redéfinissent tout ça à partir de notre histoire, de notre vécu. Pour arriver au Burkina, il y a 200 partis. Vous voulez aller où avec ça? La société est éclatée. Une atomisation à l'infini. C'est ridicule. Il n'y a pas 200 doctrines politiques. Parce qu'on n'a pas posé les vraies questions.
les chefs traditionnels qui font la pression sur les populations. Mais au Ghana, depuis 1990, la Constitution dit clairement, si vous êtes un chef traditionnel, vous voulez faire la politique, vous quittez la politique. Regardez le poids de l'argent, l'achat des consciences. Mais ce n'est pas ça la démocratie. Voilà la réalité. C'est pour ça d'ailleurs, Chirac avait dit que nos États n'étaient pas prêts, que la démocratie était un luxe. Donc, le parent a un modèle complet sur tout ça. Dans tous les cas, je vous ferai parvenir aussi le projet pour vos lectures. Ah, évidemment, il faut libérer la femme. Ça aussi, c'est parce qu'on s'est coupé de nos traditions. C'est-à-dire la violence dont souffrent les femmes dans les sociétés occidentales, qui s'est transposée dans nos sociétés. Ça n'existe pas dans la société traditionnelle. Il est interdit à l'homme de porter la main à la femme, surtout devant les enfants. Et vous savez très bien que les femmes jouent un rôle fondamental parce que c'est elles qui éduquent les enfants. Les femmes sont protégées dans nos sociétés. Il s'agit de voir comment on traduit tout ça dans les lois modernes. Et non pas les combats féministes parce qu'il y a des subventions occidentales. Tout ça pour diviser nos familles, pour créer des déséquilibres. Aujourd'hui, toutes nos familles là sont dissoutes. Non, le parent a des propositions sur tous ces aspects. Un homme qui porte la main à sa femme, il ira en prison. C'est clair, c'est net. Évidemment, il faut une vraie réforme des organisations régionales. Elles ont échoué, à commencer par l'organisation continentale. Mais dites-vous que tout ce que le parent dit là existait un peu dans les réflexions des premiers pères du panafricanisme, les communes courantes. Reprenez les plans de développement, les plans de Lagos et tout ça. Si vous prenez même l'agenda 2063 de l'Union africaine, il demande d'articuler le développement sur la base de la culture. Ils disent clairement que l'Afrique s'est coupée de sa culture. Voilà pourquoi elle a des problèmes. Mais le parent a une proposition de refonte. Aujourd'hui, c'est des organisations où les gens sont payés à coût de millions. Le résultat, on ne voit pas. Évidemment, le Burkina seul ne peut pas conduire d'aussi grandes réformes. Nous avons besoin de l'accompagnement des autres États. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sango. M. Amadou Maïga a levé la main. Ok, merci beaucoup. Et moi, j'ai des questions à poser au professeur M. Sango, si possible. Ma première question est basée sur la culture. Voilà, vu la situation actuelle de notre pays, faut-il interdire ou revaloriser la parenté à plaisanterie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la valeur de cette parenté à plaisanterie. Mieux, il y a des gens qui confondent ça à la moquerie, ce qui crée des mésententes, des désunions entre nous. Ma deuxième question est posée sur la politique. Et la vie politique burkinabé est caractérisée par des régimes d'exception, ce qui crée des confusions au sein même de la population. Actuellement, nous comptons environ 250 partis politiques au Burkina Faso. Alors, avec moins de 3 millions d'électeurs, est-ce que n'est-il pas préférable que nous fusionnons ces partis politiques si on sait très bien que plus on est unis, plus on est fort? Merci. Une des plaies de notre démocratie, c'est ça que vous venez de dire, là. Ce qu'on appelle le multipartisme archaïque. Il n'y a pas de multipartisme ici. On est dans la préhistoire du multipartisme. Le parent est pour une législation contraignante qui permette d'avoir de grands partis forts construits autour des programmes, autour des idées. Parce que le développement, la politique, ce sont des idées. Je suis d'accord avec vous sur ça. Mais on ne peut pas aussi imposer. Voilà. Il faut trouver des mécanismes. Ça existe. Vous avez des partis qui n'ont pas de siège, il faut les supprimer. Ils disparaissent. Ça ne fait pas sérieux.
un parti qui n'a pas un programme clair, qui n'a pas une idéologie claire, disparaît. C'est autre chose qu'il doit faire. Pas faire de la politique. Un parti ne peut pas être créé seulement pour dire que je suis parti à Dori, non, ou je suis parti à Tenkodogo, non, tu disparais. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le parent a une réforme pour ça aussi. Évidemment, je parle de valeurs culturelles. Parmi les valeurs culturelles qu'il faut promouvoir, c'est la parenté à plaisanterie. Il faut l'enseigner dans les écoles. Il faut faire des films sur la parenté à plaisanterie sous forme de dessins animés, puisque nos enfants ne vivent plus au village. Ils ne sont pas toujours habitués à connaître ça. C'est un moyen de raffermissement des liens sociaux. C'est un moyen qui peut nous éloigner de beaucoup d'extrémisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut y travailler et le parent est attaché à la valorisation de ce type de mécanisme de notre société. C'est comme le rôle des forgerons. Vous savez, dans les sociétés, si le forgeron fait de la médiation, tout le monde est obligé d'accepter. Si vous n'acceptez pas, il y aura des conséquences graves. Voilà. Non, il y a le génie africain. Vous savez, je vous invite à lire allez lire la charte de Kourkan-Fougan de Soundiata Keïta. Vous savez, moi, je suis en colère contre les Africains. Vous savez, Soundiata Keïta, déjà au XIIIe siècle, il avait trouvé les réponses aux problèmes climatiques. Vous savez qu'en Afrique, la nature et l'homme ne sont pas des entités opposées. Parce que l'Africain considère tous les êtres vivants comme étant des créatures au même titre que lui. Ce sont des créatures de Dieu. C'est pour ça que nous avions des forêts sacrées. Vous avez entendu parler des Koloigo. À l'origine, c'est des gens qui étaient chargés de préserver l'environnement. Les blancs qui ont détruit la nature avec le capitalisme, aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous enseigner le changement climatique. Parce que nous sommes détournés de ça. Vous savez même que pour pêcher du poisson dans les rivières, dans les lacs, il faut demander l'autorisation de l'esprit de l'eau. Vous prenez juste ce qu'il vous faut pour manger. Il faut que nous trouvions les moyens de revenir à tout cela. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nos parents parlent. Vous voyez que c'est quand même un projet pharaonique. Seul, ça va être difficile, mais nous allons continuer ce combat. Ok, merci beaucoup, M. Sango, pour ces éléments de réponse encore. Je ne vous reçois pas. Vous dites? Je commence à être fatigué. Effectivement, on sent ça sur votre visage. On va aller très rapidement pour clôturer. Donc, il fait chaud. Deux dernières... Vous dites? Ici, il fait chaud, mon cher. Ici, en tout cas, ça commence à faire chaud, hein, j'imagine bien. Les éléments peuvent confirmer. Donc, deux dernières questions, c'est avec votre permission, et puis nous allons clôturer. Monsieur Abdoulaye Djibo, qui a posé la question, et moi-même qui vais quand même faire un commentaire et puis poser ma dernière question, et puis voilà, essayer de clôturer la session. Monsieur Djibo, allez-y. Bonsoir, Monsieur Sango, pour votre intervention. Moi aussi, je vais poser ma question plus rapidement. Lors de cet entretien et aussi lors des discours du parti parrain, et moi, j'attends beaucoup les affirmations qui concernent notre culture, que ce soit la culture burkinabé ou la culture africaine, qui est constamment répétée. Et cette culture-là aussi consiste à retourner un peu, quoi dirais-je, en arrière pour voir ce que nos grands-parents ou bien ce qui
a existé ou bien ce qui était pratiqué par nos aînés. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensiez pas qu'il y a une culture qui est supérieure, une culture qui est meilleure qu'une autre dans la vie pour un développement? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque population, chaque pays, pour pouvoir mieux se développer, de temps en temps, doit savoir rénover ou bien laisser d'autres pratiques culturelles et adopter une autre culture pour son développement ou bien pour son bien-être et pour son bien-être. Sur ce sujet, je pense bien que lorsqu'on regarde l'état actuel des pays, que ce soit les pays développés ou les pays qui sont en voie de développement, sur certains points, on peut déjà voir qu'il y a des cultures qu'ils ont dû abandonner pour pouvoir, qui leur a permis de pouvoir mieux se développer. Est-ce que sur ce cas du Burkina Faso, on est sur cette voie ou bien c'est cette même méthode-là que le parrain et votre parti envisage de prendre ou bien, selon vous, votre conception, c'est de revenir sur certaines valeurs ou cultures qui existaient dans notre pays? Merci. Allô? Oui, M. Sandou. Non, mon cher ami, ne vous inquiétez pas. Kizerbo, d'ailleurs, a tranché cette question. Il ne s'agit pas d'un retour aux sources culturelles ou à la tradition. Non. Ce que le parent prône, c'est un recours aux valeurs culturelles qui puissent nous permettre de faire face aux défis du moment. C'est ça. La culture, ce n'est pas quelque chose de statique. Ça, c'est important. Si vous prenez, vraiment, moi, je suis un Bissa, mais la culture Bissa s'est enrichie au contact de la culture des autres peuples. Mais ce que le parent combat, c'est de vouloir substituer, par exemple, à la culture Bissa, la culture Mouaga. Parce que un peuple, c'est une identité culturelle. Dès lors que vous enlevez l'identité culturelle d'un peuple, ce peuple n'existe pas. Quand on dit un Burkinabé, là, ce n'est pas la nationalité. Un Burkinabé, c'est un ensemble de valeurs qui permet, quand vous sortez comme ça, on dit voilà un Burkinabé. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans un monde globalisé. Nous sommes obligés de nous ouvrir à certaines valeurs, sans oublier que quand vous allez lire l'ouvrage de Yohan Noiriri, il enseigne à Harvard. Il explique que toutes les cultures, toutes les civilisations dans le monde tirent leur origine de l'Afrique. C'est un juif. Il dit clairement, toutes les civilisations là, du monde, là, à l'origine, Cheikh Anta vous a dit clairement, les mathématiques dont on parle tant, tout ça, c'est l'Égypte ancienne. Les théorèmes de Thalès, de Pythagore et tout ça. Les Aristote, qui sont des grands penseurs, ils sont venus s'enlever dans l'Égypte pharaonique, mais qui est une Égypte négroïde. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se décomplexe. Si nous ne nous décomplexons pas, en étant fiers
de notre histoire, de notre culture, dans ce qu'il y a de meilleur. Mais il y a des trucs qui ne sont pas bons. Par exemple, l'excision. Personne ne va applaudir ça. Ce n'est pas le parent qui va légiférer là-dessus. Par exemple, les gens n'ont pas les moyens, ils sont polygames. On ne va pas dire que ça, c'est la culture. Non. Il y a quand même des problèmes comme ça qu'il va falloir régler. Les histoires de vieilles femmes qu'on accuse de sorcellerie, c'est quand même des absurdités. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais par exemple, le respect des ennemis, le respect dû aux ancêtres, aux anciens, parce qu'ils ont eu de l'expérience, ils ont fait des choses. Le respect dû à la nature, parce que la nature et l'homme font un. L'esprit de partage. Vous voyez, au village, là, quand il y a un décès, tout le monde est là. Quand il y a un mariage, tout le monde est là. Quand il y a un baptême, tout le monde est là. Avant même, pour travailler les champs, il y avait les champs collectifs, il y avait les champs individuels. Moi, quand j'étais jeune, quand on voit notre champ, tout le monde vient nous aider. Vous voulez construire une maison? On le fait ensemble. Ce sont ces éléments qu'il faut repenser dans la modernité. C'est comme ça d'ailleurs que l'Afrique va apporter sa part à la civilisation de l'universel. Vous êtes en Turquie, regardez comment ils sont fiers de leur histoire, de leurs héros. C'est de ça que nous parlons. Parce que si vous n'avez pas ce soubassement, vous ne pouvez pas résister. Un homme qui n'est pas fier de sa culture est un homme complexé, qui ne peut pas utiliser tout le potentiel intellectuel qu'il a. Voilà un peu ce dont il s'agit. Rassurez-vous, le parent ne demande pas de retourner à l'âge du néolithique. Même si on le voulait, on ne pourrait pas. Dans tous les cas, si on le fait, les jeunes vont nous lapider. Les jeunes qui sont assis sur, ils ne vont plus le suivre. D'accord, c'est assez clair et net. Alors, bon, moi, ma question, c'est un peu genre un commentaire. Et je pense que c'est effectivement la dernière. Bon, je dois avouer que, bon, en tout cas, personnellement, je suis en débat permanent, je dirais parfois de manière féroce avec mes professeurs, quand on parle effectivement à la fac de la démocratie, du système modèle démocratique, que personnellement, j'estime que c'est un système qui a été copié. Nous n'étions pas prêts à cette démocratie que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes revenu sur le suffrage universel direct, qui personnellement qui ne reflète pas nos réalités. Une population où effectivement le niveau d'éducation est quand même que nous voyons, que nous connaissons. Dire aux paysans, aux populations qui se trouvent effectivement au niveau rural d'aller voter directement le président du FASO sans savoir effectivement ce qu'il veut dire d'ailleurs même un programme. Ce n'est pas une manière de dire, ce n'est pas une manière de quand même mépriser nos parents qui sont au niveau rural, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est à revoir et ce n'est pas quand même normal de mon point de vue. Alors, ma première question résume un peu cette sortie. Par exemple, vous avez parlé du suffrage universel indirect. Ça consiste également quoi? C'est quoi effectivement suffrage universel indirect là? Est-ce que vous parlez un peu du système américain que nous voyons, où effectivement il y a les grands électeurs? Au Burkina Faso, comment, au niveau du parent, vous avez quand même structuré ça? Qui effectivement va se retrouver, comme vous l'avez dit, au palais de la culture pour élire le président du FASO? Et comment nous pouvons effectivement nous assurer de la capacité et de la capacité de ceux qui vont aller élire le président du FASO? Parce que nous voyons effectivement au niveau de l'Assemblée nationale le niveau des députés, des députés. Malheureusement, le niveau des députés ne nous convient pas. De laisser quand même, en tout cas, ce que nous considérons quand même comme des intellectuels, d'aller aller le président du FASO, leur niveau effectivement, en tout cas à mon humble avis, n'est pas voilà, assez qualifié pour quand même dégager un certain nombre de perspectives quand même très professionnelles. En tout cas, comme vous l'avez mentionné.
Ma deuxième question, un peu, bon, je ne dirais pas que j'ai un sentiment douloureux de la part ou bien que je ne suis pas quand même content de nos intellectuels africains ou de nos grands-pères. Parce que quand vous parlez, quand on parle de la démocratie actuelle, c'est la démocratie qui a effectivement été développée par les Européens que nous avons copié aujourd'hui. Et ça s'est dégagé effectivement de la réflexion des théoriciens que vous aviez quand même à un moment donné cité, à savoir les Montesquieu, les Jean-Jacques Rousseau et les Hobbes, etc. Donc maintenant, à cette époque, au 15e siècle, je pense bien, ou au 16e siècle, quand cette théorie-là se dégageait, que faisaient nos intellectuels africains? Et que vous êtes revenus actuellement, qu'effectivement, que ce soit la science même, la source de la science même vient de l'Afrique. Que faisaient effectivement en son temps nos intellectuels africains pour ne pas préparer effectivement notre système, notre modèle démocratique à nous, les Africains? Bon, je me demande bien cette question. Bien sûr, il y a la conjoncture internationale qui s'est posée à l'heure, mais on peut dire qu'effectivement, à cette époque, l'Europe, était quand même dans une anarchie que vous savez. Donc, on peut dire que nous étions à l'aise. Plus que. Et qu'est-ce qui a fait qu'effectivement, nous, en tant qu'au niveau africain, on n'a pas pu quand même dégager notre perspective démocratique? C'est un peu ces deux questions que je voulais vous poser. Je vous remercie. Monsieur Sango? Monsieur Sango est là? Ah, OK. Il réintègre. Apparemment, il est parti. Oui, il est revenu. Je viens de l'accepter tout de suite. Monsieur Sango, vous pouvez ouvrir votre micro. C'est fermé. Bon, je pense qu'il est en train de régler son ordinateur. Hein. Il doit avoir un problème technique là-bas. Ah, ma batterie s'est déchargée. On peut aller avec le téléphone. Ah oui, d'accord. Allez-y. Oui. Oui. La dernière question, je ne l'avais pas comprise là. Non, je parlais effectivement de nos intellectuels africains. Pendant que j'ai dit que je parlais effectivement de nos intellectuels africains pendant que, si je peux me permettre du terme, nous étions à l'aise pendant que l'Europe était plongée dans l'anarchie totale, que ce soit avec la Révolution française et bien d'autres événements qui ont pu secouer l'Europe. À cette époque-là, la conjoncture permettait effectivement à l'Afrique de quand même se pencher sur sa propre modèle de démocratie. Et nous n'avons pas fait. Et nous avons attendu jusqu'aux indépendances, ou bien je dirais jusqu'aux conférences de Berlin pour quand même s'adapter à ce qui a été posé, ou bien je dirais imposé à notre continent. Qu'est-ce que nous faisions à l'époque? Non, bon, il faut savoir que l'Africain culturellement, et ça, il y a beaucoup de documents, de littérature là-dessus. C'est-à-dire que l'Africain n'a pas dans sa culture une volonté de dominer l'autre. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire que l'Occident a développé beaucoup de mécanismes, beaucoup d'outils. Aussi, c'est lié aussi à leur histoire tumultueuse. C'est-à-dire que la relation à l'extérieur et tout ça, il faut remonter à l'esclavage et tout ça. L'Occident a toujours eu une volonté de domination de l'autre. Et pour dominer l'autre, il faut écraser sa culture, sa civilisation. Et nous, de ce point de vue, on a fait preuve d'une certaine naïveté. C'est vrai que la civilisation, à l'origine, quand on remonte très longtemps dans le temps, c'était en Égypte. Mais je n'ai pas eu le sentiment que nous ayons eu une envie quelconque de dominer le monde. Deuxième élément, on cite beaucoup les auteurs et tout ça.
Parce que nous aussi, on a été victimes d'une culture de l'oralité. Même si on dit que l'écriture est née en Égypte, il faut dire que, vous-même d'ailleurs, dans nos contextes, là, nous écrivons très peu. Moi-même qui vous parle, là, j'ai écrit combien de livres? Mais Dieu seul sait combien de conférences j'aurais animé pendant ces 20 ans. J'aurais été dans le contexte d'un pays comme en Occident. Chaque année, je serais en train d'écrire des livres. Parce que nous sommes victimes d'une culture de l'oralité. Ce qui fait que c'est les autres qui parlent de nous. Mais ils parlent de nous en se donnant toujours la meilleure place possible. Mais il est temps, je suis tout à fait d'accord, que nous devons travailler à corriger tous ces aspects. Nous avons, bon, il faut voir, l'UNESCO vient de publier l'histoire générale de l'Afrique là en plusieurs tomes. Il y a des versions électroniques gratuites là. Il faut certainement y aller. Je pense que le vrai problème, c'est que nous écrivons très peu, nous documentons très peu ce que nous sommes, ce que nous avons fait. Ça fait que, bon, on a le sentiment qu'il n'y a que les modèles d'organisation des autres qui sont les meilleurs. Peut-être même que la démocratie occidentale a des fondements dans nos sociétés, mais encore faut-il faire de la recherche. Voilà. Le principe de la séparation de pouvoir et tout ça, il est possible que dans certaines monarchies africaines, il est possible qu'on ait d'une certaine façon ces mécanismes. Mais tout ça, ça demande un travail de recherche. Il faut affiner, il faut recouper les sources et tout ça. Alors, sur le modèle du suffrage universel, c'est simple. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de faire élire des délégués villageois. Vous voyez là, les populations se connaissent directement. Les délégués villageois qui sont élus au niveau du village, au niveau du quartier, après sont mis ensemble pour élire le délégué communal, ou si vous voulez, le conseil municipal. Je reprends, hein. Vous avez les délégués villageois qui sont élus par les populations. Plusieurs délégués villageois élus par les populations constitueront le conseil municipal et vont donc élire le maire et les conseillers et ses adjoints. Ce sont les délégués communaux, dans le schéma du parent, qui vont voter les députés. Donc, déjà, il faut avoir un niveau pour être délégué villageois, il faut avoir un niveau pour être maire. Donc, si vous arrivez au niveau de la province, on va prendre l'ensemble des délégués communaux de plusieurs communes qui vont élire les délégués provinciaux qui vont être des sortes de députés. La dernière étape, ce sont l'ensemble des délégués provinciaux sur l'ensemble du territoire du Burkina, à qui on va adjoindre aussi les délégués communaux qui vont constituer le collège électoral du président. Ça va nous faire, parce qu'actuellement, on a comme conseiller, comme maire, voilà, les présidents des collectivités territoriales, là, on en a autour de 370. Vous les prenez, vous les ajoutez aux 127 délégués provinciaux qui sont les députés. Ça vous donne autour de 500 et quelques qui se réunissent et qui votent le président. Pour votre information, le président sud-africain est élu par l'Assemblée, par le Parlement. C'est comme ça. Voilà. D'abord, on n'aura plus besoin de dépenser des milliards pour organiser des élections complètement inutiles. Ça, c'est vraiment le premier gain. Mais, je suis d'accord avec vous, n'importe qui ne va pas devenir délégué provincial.
Il faut des critères de compétences techniques et des critères de compétences morales. N'importe qui ne va pas devenir délégué et conseiller municipal, puisque dans la vision du parent, le développement va se faire véritablement au niveau communal. Voilà. Mais je vous enverrai des notes plus détaillées. Je vous enverrai le manifeste du parent. Vous allez lire pour approfondir un certain nombre de questions. Voilà. D'accord, c'est voilà. très bien noté. En tout cas, merci. C'est très bien noté. Merci beaucoup pour l'intervention. Je pense que nous avons déjà épuisé le temps. Hein. On a dit 1h30, nous sommes à 2h04. Merci beaucoup pour la disponibilité. On a pris les notes, mais bon, pour la clôture, je pense que ce n'est pas nécessaire de revenir sur les grands livres. Oui, je pense. C'est vraiment pas la peine de retrouver. Voilà. Monsieur le Président de l'AEBT, est-ce que vous avez un mot pour la clôture? Allez-y. D'accord, merci bien. Je pense que nous allons écouter son Excellence pour le mot de clôture. Il y a un petit message à passer, mais peut-être que... Allez-y, allez-y, Monsieur le Président. Il n'y a pas de problème. Essayez de clôturer. Ok, merci bien. Avec la permission donc, de son Excellence, je vais clôturer la session. Donc, après un long voyage dans le monde des idées rendu possible grâce à ce brillant exposé présenté par notre conférencier du jour, nous nous sommes donné, bien sûr, tous les rudiments et essayer de comprendre davantage cette notion incontournable qu'est le développement endogène. Donc, le retour aux valeurs fondamentales sociétales positives semble visiblement être la solution aux maux de l'Afrique et de façon particulière du Burkina Faso. Donc, nous tenons à remercier le conférencier, M. Sango, pour sa disponibilité, la sincérité et la maîtrise, bien sûr, avec laquelle il a traité le sujet pour nous permettre donc, de cerner la notion du développement endogène sans ambiguïté. Donc, j'ose croire que ce fut un moment précieux d'échange, le début d'un processus de réflexion centré sur les priorités en matière d'identité sociopolitique. Donc, très chers étudiants, merci bien pour votre participation également. M. Sango l'a remarqué, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, les questions des étudiants aussi étaient pertinentes. Ils cherchaient bien sûr à comprendre de façon détaillée cette question du développement endogène. Nous allons faire des jours, nous n'allons pas finir de discuter de ce sujet. Je viens de recevoir la note de M. Sango que nous allons bien sûr partager après avec les étudiants. Et je pense que nous allons toujours travailler à organiser des conférences de ce genre pour informer et former l'élite de demain. Donc, comme vous l'avez dit, ça se passe bien sûr entre les aînés et les jeunes que nous sommes. Il faudrait que nous soyons en perpétuel contact et pour que nous puissions assister à cette transmission donc, de savoir-là. Merci bien aux conférenciers. Merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso en Turquie, à toute l'équipe, bien sûr, de l'ambassade du Burkina en Turquie, pour le soutien constant. Le conférencier l'a souligné au début de la conférence. Donc, cela caractérise, bien sûr, le lien proche que nous avons avec nos autorités ici en Turquie. Nous les remercions de vive voix. Nous leur souhaitons également beaucoup de courage donc, dans l'exercice de leurs fonctions. Merci bien, Monsieur Sango. Et nous espérons vous inviter, bien sûr, pour d'autres conférences très prochaines. Merci. Merci beaucoup. Nous avons oublié que M. Sango et son Excellence étaient des collègues de la FAC. Voilà, nous avons bien noté, on n'a pas, oublié. Oui. Il vous en dira beaucoup, là, lui. Allez, à bientôt. Merci. Ça a été un réel plaisir. Un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.